Aujourd'hui, je fais une chose que je fais assez rarement. J'ai enregistré une vidéo, elle me plaisait pas beaucoup, et les événements m'amènent à de toute façon prendre cette décision de tourner une autre vidéo, qui ne sera pas très longue, on est samedi soir. Je voudrais juste lire cette lettre 106 et un peu parler de cette lettre 106 des lettres persanes de Montesquieu, 1721. En fait, Montesquieu, c'est souvent un écrivain considéré comme un homme des Lumières, alors qu'en fait, concrètement, il les précède d'une génération. Il est assez difficile à saisir finalement. Moi, je crois que ça fait évidemment partie de ses intérêts. Et Les Lettres persanes est un roman qui est vu comme un de ces classiques un peu faciles qui consiste essentiellement à pasticher. Là, juste en reparcourant un peu le sommaire des Lettres persanes pour retrouver la lettre 106, une lettre de Rédi à Usbek, j'ai pu mettre de côté d'autres lettres que je voulais relire et peut-être que je reparcourrai un moment les lettres persanes et qu'on en discutera ensemble. Et je pense qu'on peut même en discuter de pas mal de façons différentes. En tout cas, on va commencer ce soir avec cette, euh, cette lettre. On va rappeler rapidement ce que sont donc les lettres persanes, c'est-à-dire que on est sur ce qu'on peut appeler un roman philosophique, mais en termes de roman philosophique, on est plutôt du côté des patients, ce qui est pas mal, et ce qui n'était pas gagné. Et on est surtout dans ce qu'on appelle le roman épistolaire. C'est un des très grands genres du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on n'arrive pas encore à faire aujourd'hui avec Internet, ou un petit peu, que l'on le mate un peu, d'autres lancent des romans d'Internet. D'une certaine manière, David Foster Wallace pré-lancé du pré-Internet dans l'Infini Comédie, ou des choses comme ça, mais le Camille de Peretti n'a absolument pas réussi dans ce que j'avais pu lire d'elle il y a quelques années à lancer un roman d'Internet. Cette question du roman d'Internet, c'est déjà celle du roman épistolaire à l'époque où le principal vecteur de communication à distance est la lettre. La conversation, c'est vraiment le vecteur en face à face, en médiation directe, immédiate, alors j'allais dire sans tellement de questions, et ça amène beaucoup, beaucoup de questions. Mais un des intérêts de la lettre, c'est qu'elle est différée entre l'écriture et la réception. Et que bien sûr, les lieux aussi diffèrent, puisque sinon on n'aurait pas besoin de s'écrire. Ça, c'est vraiment une chose, donc quand on est scientifique à bosser en archives, on se rend bien compte que quand les gens étaient ensemble, ils ne s'écrivaient pas, puisqu'ils se parlaient. Et l'écrit supplée une parole qui n'existe pas, mais en même temps, l'absence crée des archives. C'est très important de le dire comme ça, l'absence crée des archives. Et c'est de ces archives que joue Montesquieu en écrivant Les Lettres persanes, qui est un roman quand même d'une complexité assez folle, assez dingue, puisque c'est un roman polyphonique, avec plusieurs personnes, et dont l'intrigue principale en fait ne se passe pas à Paris, où sont les Persans, les fameux Persans avec ce jeu de mots. Les Persans ont le regard persan, comme quoi tout est une question de gaze. On pourra dire gaze à tous les étages bientôt. Et il se retrouve ainsi à commenter avec ce qu'on appelle l'estrangement, l'extranéité, cet artifice qui consiste à faire comme si on était étranger. En fait, c'est aussi un moment où le récit de voyage, tout ce qu'on appelle la littérature apodémique, littérature de voyage est extrêmement populaire, parce que, comment dire, qu'il n'y a pas tellement EasyJet au 18e, et on est quand même sur une période de... on n'est pas dans une période de grande curiosité, on est dans une période de grande exploration et de colonisation. Alors, on n'est pas dans la colonisation 19e, mais on est quand même déjà dans des moments de colonisation, de traite triangulaire. Et en même temps, c'est les voyages, les missions civilisatrices. Alors, civilisatrices, attention, ça c'est pas d'époque, mais qui peuvent aller du côté de la propagande, par exemple, du côté des jésuites. Alors, eux, ils vont convertir les gens, ils vont pas. Donc, ils peuvent aller avec des entreprises commerciales et ou militaires, mais ils y vont aussi tout seuls. Et donc, c'est notamment par les missions de jésuites qu'on a le plus de voyages, de relations de voyage de l'époque. La porcelaine, par exemple, le secret de la porcelaine avait été rapporté 2 siècles avant qu'on s'en rappelle, dans des lettres de jésuites, des lettres publiées, mais juste personne n'avait calculé qu'un jésuite au fin fond de la Chine avait envoyé le secret, quoi. Et ce qui était quand même voilà, amusant.
Donc c'est... voilà, on a tout ça comme ça qui se met en place, qui est là, qui appartient à une très vague, enfin très vaste, pardon, et très grande histoire de la curiosité. C'est un livre qui avait été publié, que j'avais lu en master. Moi, je l'avais lu en allemand, qui existe aussi en anglais. Je sais plus si il avait été publié d'abord en anglais ou en allemand, et dans quelle langue il a été traduit. Je ne crois pas en français, mais voilà, qui montre hein, cette histoire voilà, d'aller chercher, d'aller voir là-bas. Voilà. Bon, c'est pas une histoire que d'intérêt et de matérialité, parce qu'en fait, oui, bien sûr que ça l'est aussi, mais il y a aussi de véritables intérêts scientifiques, curieux, mais qui peuvent être mêlés, ou qui peuvent accompagner, ou qui peuvent être utilisés. Hein. Moi, je cherche pas à ennoblir hein, des intérêts passés, et qui sont en fait les prémices du tourisme, notamment par le phénomène qu'on appelle le grand tour, etc. Donc c'est pas si étonnant de voir des personnes faire ce que font les Européens, aller visiter ce qui se passe ailleurs. Ce qui est rare, ce qui est quand même plutôt privilégié, ce qui est plutôt le fait de haute caste hein, en France. Donc finalement Montesquieu imagine à peu près l'équivalent, à savoir que Usbek, le grand Usbek des lettres persanes, est à la tête d'un harem, et la véritable intrigue va se passer dans ce harem. C'est un roman féministe, hein, les lettres persanes. C'est pas tellement de ça dont il va être question aujourd'hui, c'est d'autres personnages, parce que j'ai parlé d'une polyphonie, et oui, parce qu'on a essentiellement des lettres entre Usbek et Rika, des lettres aussi à Roxane, hein, qui est pas la privilégiée, mais la préférée dans le harem, d'Uzbek, enfin, voilà, de plein de personnages, donc ce qui donne une impression de foisonnement et qui fait vivre l'artifice de l'extranéité épistolaire en l'incarnant dans des personnages réels avec une complexité réelle. Et en doublant cela de ce que l'on peut appeler une histoire d'amour et qui est bien sûr une histoire de domination. Ah, cette histoire de domination, voilà. Donc finalement, les lettres persanes, on a tendance à les lire de façon détachée, en exercice de français hein, typique. C'est j'allais dire c'est très parfait, oui, c'est très parfait pour une explication de texte, par exemple. On détache une lettre, une parmi d'autres, elles fonctionnent en vase clos, puisque elles sont là, enfin elles sont toutes dans un ensemble, mais on va avoir tel thème, tel thème, tel thème, donc ça permet d'aborder un point de suivi et le format de la lettre, et de rappeler deux, trois petits trucs, et de travailler le passage en même temps. C'est extrêmement pratique pour un prof de français. Alors là, je ne vais pas parler plus du système complet des lettres persanes, mais c'est quand même un roman que j'avais eu en agrég. C'est d'ailleurs un roman sur lequel je n'ai pas du tout été interrogée à l'agrégation, donc j'ai eu en programme l'année où j'ai eu l'agrégation en session 2014. Et j'avais suivi notamment les cours de Catherine Volpillac-Auger à l'ENS de Lyon. Je n'étais pas normalienne, je ne le suis pas devenue évidemment. J'avais raté le concours, mais que j'avais également eu quand je préparais ma L3 à distance. Je vous l'ai déjà expliqué il y a longtemps. Je fais partie des cas assez rares où j'ai été sous-admissible en Cannes, mais je n'avais pas eu mon équivalence à la fac, donc j'ai passé les cours au rattrapage et je suis allée cumuler dans une autre prépa que la mienne. Donc j'ai quitté Camille Julien à Bordeaux pour Bertrand de Born à Périgueux. Et là, comme j'étais assez instable, en fait, j'étais très dépressive, je m'étais inscrite dans une double licence à côté pour pas perdre le bénéfice de ma sous-admissibilité. Et finalement, je me suis prise au jeu, puisque je suis quelqu'un d'assez joueur, en passant les examens de la L3 de lettres et de la L3 d'allemand. Donc je n'ai pas été admissible non plus cette année-là, à pas grand-chose. Ça, c'est un des grands regrets de ma vie, et c'était peut-être une grande chance, comme souvent les grands regrets. Et il y avait notamment, et là c'était, je crois que c'était Aurélia Gaillard qui faisait le cours sur le roman épistolaire avec ce livre en collection 128 de Frédéric Callas. C'était vraiment une chose qui m'avait énormément plu. Et je me souviens très très bien de ce cours à distance qui m'avait beaucoup beaucoup plu et beaucoup marqué. Donc Les Lettres persanes, c'est quand même aussi un livre qui a été un jalon sur ma formation littéraire à un moment. Et donc voilà, on a tout ce système, et je pense, si ça vous plaît, je reviendrai sur les lettres persanes. Et on a d'autres personnages, notamment en dehors de Usbek et Rika, qui donnent le nom à ce journal, il me semble que c'est aussi papier, que moi je lis surtout en ligne, mais voilà, qui reprend un peu cette idée du regard persan, etc. etc.
Et l'idée, ah voilà, on voit bien, c'est de la pré-socio, hein, de la pré-sociologie, de façon très grossière, hein, quand on dit tel quel, mais c'est cette idée qui est extrêmement puissante pour avoir d'esprit critique, qui est de ne pas accepter une évidence comme une évidence et de remettre en question les choses. Pas de les de remettre en question bêtement, mais pour essayer de fonder de véritables savoirs. Et on a donc ce personnage de Reddy qui est beaucoup moins présent, plus en arrière-plan, qui écrit beaucoup à Uzbek, qui se promène aussi en Europe. Et donc là, on a ces persans qui s'écrivent les uns aux autres en visite. Et Reddy, alors qu'Uzbek et Rika sont plutôt des personnages assez, j'ai envie de dire, solaires, Reddy est beaucoup plus négatif. Et il permet, au niveau de l'axiologisation globale du roman, d'être beaucoup plus subtil, d'amener de la complexité. Je rappelle que l'axiologisation, c'est la mise en place du système de valeurs dans le roman. Il ne s'agit pas d'être juste dans du pastiche, il ne s'agit pas juste de dire « Oh, l'Occident, c'est bien ». Sous-entendu, les Persans seraient des sauvages et des barbares. Non, pas du tout, puisqu'au contraire, ils arrivent en étant extrêmement raffinés. Et s'étonnant de tout et en écrivant avec la même grossièreté qu'ont les Occidentaux quand ils vont ailleurs, ils sont même moins grossiers. Qu'est-ce qu'on a honte des touristes français, par exemple ? Et voilà, donc ils reprennent cette espèce voilà, ils pastichent cette espèce de surprise permanente, oh mon Dieu, et donc cette question, mais comment peut-on être persan ? Et bien sûr, Montesquieu se fout aussi de la gueule des Parisiens qui rencontrent les Persans. Voilà, enfin, les gens arrivent d'ailleurs. Et Reddy, là, dans tout cela, donc c'est un personnage qui est plus négatif, qui parle notamment de la dépopulation, qui a quand même des inquiétudes sur, on va dire, l'avenir, sur le futur, et qui permet d'éviter, voilà, une certaine forme de naïveté, de béatitude, d'hébétude, voilà, d'amener un contrepoint au roman, contrepoint qui finalement sera aussi celui qui va rattraper le personnage d'Uzbek. Uzbek est loin d'être aussi positif qu'il en a l'air. Et c'est tout cela qui est intéressant. Lettre 106, Reddy à Uzbek. Je mets le texte en description, le texte Wikisource. Je l'ai imprimé. Tu m'as beaucoup parlé dans une de tes lettres des sciences et des arts cultivés en Occident. Tu me vas regarder comme un barbare. Mais je ne sais si l'utilité qu'on en retire dédommage les hommes du mauvais usage que l'on en fait tous les jours. J'ai ouï dire que la seule invention des bombes avait ôté la liberté à tous les peuples de l'Europe. Les princes, ne pouvant plus confier la garde des places aux bourgeois qui, à la première bombe, se seraient rendus, ont eu un prétexte pour entretenir de gros corps de troupes réglés, avec lesquels ils ont, dans la suite, opprimé leurs sujets. Tu sais que, depuis l'invention de la poudre, il n'y a plus de places imprenables. C'est-à-dire, Uzbek, qu'il n'y a plus d'asile sur la terre contre l'injustice et la violence. Je tremble toujours qu'on ne parvienne à la fin à découvrir quelques secrets qui fournissent une voie plus abrégée pour faire périr les hommes, détruire les peuples et les nations entières. Tu as lu les historiens. Fais-y bien attention. Presque toutes les monarchies n'ont été fondées que sur l'ignorance des arts et n'ont été détruites que parce qu'on les a trop cultivées. L'ancien empire de Perse peut nous en fournir un exemple domestique. Il n'y a pas longtemps que je suis en Europe, mais j'ai ouï parler à des gens sensés des ravages de la chimie. Il semble que ce soit un quatrième fléau qui ruine les hommes et les détruit en détail, mais continuellement. Tandis que la guerre, la peste, la famine les détruisent en gros, mais par intervalles. Que nous a servi l'invention de la boussole et la découverte de tant de peuples qu'à nous communiquer leurs maladies plutôt que leurs richesses. L'or et l'argent avaient été établis par une convention générale pour être le prix de toutes les marchandises et un gage de leur valeur.
par la raison que ces métaux étaient rares et inutiles à tout autre usage. Que nous importait-il donc qu'ils devinssent plus communs et que, pour marquer la valeur d'une denrée, nous eussions 2 ou 3 signes au lieu d'un? Cela n'en était que plus incommode. Mais d'un autre côté, cette invention a été bien pernicieuse aux pays qui ont été découverts. Les nations entières ont été détruites, et les hommes qui ont échappé à la mort ont été réduits à une servitude si rude que le récit en fait frémir les musulmans. Heureuse l'ignorance des enfants de Mahomet, aimable simplicité si chérie de notre saint prophète. Vous me rappelez toujours la naïveté des anciens temps et la tranquillité qui régnait dans le cœur de nos premiers pères. De Venise, le 5 de la lune de Ramazan 1717. Alors on va tout de suite commenter cette date qui est vraiment un marqueur fiable de la fiction de Montesquieu qui invente un système de datation qui ne fonctionne pas dans le monde perse et qui est vraiment là pour faire oriental. Donc on est aussi dans ces petites touches orientalistes. C'est pas encore l'orientalisme d'Édouard Saïd qui est vraiment un orientalisme savant. Chez Saïd, avant tout, qui arrive par la philologie et par cette espèce d'appréhension. On est dans quelque chose qui est plus kitsch, mais qui nous parle déjà de pas mal d'éléments. Évidemment, moi c'est pour les bombes que j'y ai pensé. Alors c'est moi une des lettres qui m'a le plus ou la plus marquée dans les lettres persanes, parce que bon, c'est évidemment une lettre sur l'intérêt des sciences, des savoirs et en particulier des techniques. L'argumentaire, il est l'objet de toute une partie de la philosophie. Si on veut voir des remises en question parfois assez fortes de la technologie, je conseille d'aller lire Jacques Ellul, Ivan Illich, par exemple. Je pense que cette technophobie n'est pas bonne non plus et qu'il vaut mieux lire Bernard Stiegler, mais je ne l'ai pas trop fait. J'ai pas envie d'aller vers des naïvetés ou des banalités sur il y a du bon, il y a du mauvais. Et donc il faut voir un peu ce qui se passe. Et moi, c'est finalement cette espèce de déploration savante et empathique qui me touche, et qui me touche en particulier ce soir. Ainsi, et avec cette espèce d'alliance des sciences et des arts, vraiment une part importante de ce que nous appelons culture, ou peut-être au-delà de culture, pour vraiment inclure aussi ces questions techniques, où c'est un sens entre les deux sens de culture finalement, ce que désigne ici Reddy, et qui est une de ces évidences qu'il faut démonter. Alors c'est quelque chose où Uzbek va répondre en étant bien plus positif, et on est sur un pro et contra pas très intéressant en soi, et finalement qui ne résout pas cette question, qui est en fait une des grandes questions de la modernité, qui est une question beaucoup plus dure encore pour nous, aujourd'hui, qu'elle ne l'était au XVIIIe siècle, et qui est en fait l'équivalent du livre de Job, de la Bible. C'est-à-dire, peut-on croire à ce qu'on est en train de faire ? Moi, je suis pas sûre d'y croire. Alors la chose que ne fait pas Reddy, c'est de relier ceci au sort en particulier des femmes, mais on a ici quelque chose mais qui est de l'ordre de l'antimilitarisme, avec cette question des bombes, on pourra y revenir plus en détail. Antimilitarisme, antitechnique, d'armement, mais en rappelant, je le fais, que la poudre c'est aussi celle du feu d'artifice. Qu'elle peut être magnifique la poudre quand elle n'est pas meurtrière. Que la découverte des pays, c'est autant finalement aussi ce sont des phénomènes de colonisation et d'exploitation. Donc là on parle des maladies et des richesses, comme les Reddy opposent les deux, en fait les deux vont ensemble. On prend les richesses, on donne les maladies. On voit bien que le marché n'était pas bon, les comptes sont pas bons. Et avec ce cliché de la déréliction de l'Empire romain par un trop grand raffinement, donné ici avec l'exemple de l'Empire perse. Alors ça, on va aller très vite, ça a été un texte de jeunesse de Montesquieu, je crois même son premier texte. C'est un mythe qui est remis en question aujourd'hui par l'historiographie. Et moi j'aime beaucoup ce rappel de la relativité de la monnaie et de
de l'or et qui nous parle effectivement des lois économiques. Et effectivement, dans les lettres persanes, Montesquieu parle des banqueroutes, hein, donc de la science économique que l'on découvre, on va dire, avec pertes et fracas. Et donc finalement, là, moi, alors voilà, je vais peut-être revenir à... Alors, on peut noter bon, toutes les pronoms d'adresse qui permettent donc de maintenir cette fiction épistolaire et en même temps d'impliquer finalement le lecteur qui se retrouve à lire toutes les lettres, et toutes les lettres s'adressent à lui comme s'il était tous les destinataires. Et chaque lettre va être une digression adressée, ainsi, une digression ou un développement. Et ici, donc, ces réflexions échangées sont vraiment celles qui disent, bon, ben, non, voilà, les inconvénients sont plus hauts que les bénéfices des sciences et des techniques. J'ai ouï dire, le ouïs permet une forme un peu archaïsante qui va dans ces espèces d'orientalisme un peu cheap, hein, des lettres persanes, dans cette espèce de fiction orientale, voilà, qui est pas finaude, qui me semble pas complètement ridicule non plus, parce que on sait aussi que c'est quand même un artifice, une espèce de convention d'époque, voilà, un peu à discuter. Je pense qu'il y a des expertises de ça, vraiment, de cette histoire de l'orientalisme avant le 19e. Moi, je n'ai pas vraiment ça en tête pour le moment. On a quelque chose qui a l'air d'être un raccourci, qui est la perte de la liberté, alors que l'on pouvait s'attendre à une perte de sécurité. Et en fait, cela va apparaître par un détour explicité, qui est que les princes ne pouvant plus confier la garde des places aux bourgeois qui à la première bombe se seraient rendus, ont eu un prétexte pour entretenir de gros corps de troupes réglées avec lesquels ils ont, dans la suite, opprimé leur sujet. Où là, je voudrais donc signaler déjà, en fait, une certaine naïveté de Montesquieu, qui visiblement n'a pas lu la Boétie, mais en même temps une conscience très très nette de ce qu'on peut appeler l'abolitionnisme pénal. C'est-à-dire que finalement, c'est une espèce d'autogestion policière qui est valorisée dans un passé, toujours un passé âge d'or, hein, chez Redi, l'anti-progrès, mais parce que Redi ne voit pas le progrès. Face à la professionnalisation de la défense ou de l'autodéfense. Et ça, c'est la mise en place d'armées régulières, hein, qui ne soient pas juste des armées de conscrits ou de gens enrôlés au moment, par exemple, d'un conflit. Là, on est sur des armées professionnelles et sur une police professionnelle qui devient donc une force pour les princes, Montesquieu ne parlant pas du peuple. Alors après, ça existe, hein, le peuple au XVIIIe, mais pas dans le mythe que va lui donner le XIXe. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là, quand on parle de bourgeois, il faut voir que c'est au départ l'habitant du bourg, et donc c'est en fait pas exactement les citoyens, hein, on est au XVIIIe, on est sous l'Ancien Régime. Mais voilà, tous les habitants d'une ville, ça n'inclut pas le servage en fait. C'est quelque chose qui est un peu aveugle à ces autres dominations telles que le servage, et qui part en fait quand même d'un principe d'autodétermination qui serait révolu, un passé. Mais je veux retenir cette espèce d'autodétermination dans la défense, qui effectivement, avec l'augmentation du danger, et on pourrait dire aussi avec l'augmentation ou la complexification, n'est plus possible. Parce qu'il faut devenir expert ou experte. Et voilà, c'est ce paragraphe qui me démonte. Tu sais que depuis l'invention de la poudre, il n'y a plus de places imprenables, ce qui veut dire une victoire militaire partout, est immédiatement dévoilé par Eddy, c'est-à-dire Usbek, qu'il n'y a plus d'asile sur la terre contre l'injustice et la violence. Et donc, en fait, ce que fait Eddy, c'est qu'il montre quelle est la loi du plus fort. Ou en tout cas, que c'est cette loi du plus fort ou la loi du coup qui va forcément fonctionner, non pas à dire qu'il n'y avait pas eu autre chose, mais là il dit en fait qu'il ne peut plus y avoir que cela. Moi, je ne suis pas là pour faire une leçon d'histoire,
je suis extrêmement touchée par la façon dont le personnage de Reddy dans les lettres persanes, et Montesquieu derrière lui, mais Reddy n'est pas non plus un porte-parole de Montesquieu, c'est plus subtil, est en train de parler de ce que c'est de ce que c'est une oppression. Et une oppression qui n'est pas une oppression individuelle, finalement celle d'Uzbek sur les femmes du harem, qui est exemplaire, qui est typique, qui est emblématique, mais qui n'est pas qui va montrer des rapports, on va dire, intersubjectifs individuels rendus possibles par une société, mais et permettre de questionner évidemment la condition féminine, notamment en France, pour dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas assez de liberté, quoi. Mais là, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la dénonciation de ce qu'est une oppression tout court. Et finalement, cette oppression, c'est ne pas pouvoir trouver asile contre l'injustice et la violence. Et je crois que c'est une façon qui est extrêmement claire de réfléchir aux rapports sociaux et ou internationaux. Et la crainte de Reddy est évidemment future. Hein. Je tremble toujours qu'on ne parvienne à la fin à découvrir quelques secrets qui fournissent une voie plus abrégée pour faire périr les hommes, détruire les peuples et les nations entières avec un effet de crescendo dans le rythme ternaire, mais qui finalement est encore assez optimiste, désolé, en ce qu'elle suppose que le problème serait seulement technologique, et pas de ce que la technologie amène de déshumanisation, et là je vous renvoie à la Seconde Guerre mondiale. Désolé. Et donc, finalement, se pose peut-être encore cette éternelle question de est-ce que la culture va nous sauver? Est-ce que la culture peut nous aider? La culture dans un sens très large, culture, science, technologie, art. Je crois pas. Vraiment, je crois pas. Mais ce que je sais, c'est une petite part de cette culture peut aider à sauver, ou en tout cas à soigner. Il ne faut peut-être pas lui demander de sauver. Et une toute petite part de la littérature fait entendre la voix des opprimés et l'injustice permanente de la violence de ce monde. Et quand je parle de la violence, il ne s'agit pas pour moi de distribuer les bons et les mauvais points, mais en tout cas de rappeler que chaque épisode de violence et chaque victoire militaire, en fait, aussi, montre pour moi un échec, non pas un échec dû à un pacifisme un peu mou, mais de l'impossibilité de sortir d'une situation profondément injuste, asymétrique, et d'aller vers le respect de l'autre, en fait. Un respect intersubjectif, mais aussi réellement international. Je veux dire, sous l'Ancien Régime, on croyait réellement... Il y avait une espèce... On parlait de la République des lettres, et donc de cette espèce de communauté par une forme de République des lettres qui, finalement, s'est réalisée, s'est estompée. La culture est bien sûr un document de barbarie. Déjà en ce qu'elle efface les traces d'autre chose. Mais en même temps, il y a peut-être encore ce paradoxe que on n'est plus capable, il n'est plus possible de revenir à un âge d'or. Et donc si on veut penser un temps d'après, et un temps d'après cette violence, cette oppression colonisatrice, et de laquelle je ne sais pas comment on sort concrètement. Ce que je sais, c'est que ce sont toujours les civils qui en paient le prix et que ça déchire mon cœur. Mais il va falloir inventer un futur qui ne soit pas tourné vers le passé. Et qui en même temps ne soit pas une occultation de ce passé, et qui soit réellement... Ça paraît impossible, mais consensuel. Et c'est-à-dire qu'il fasse consensus, et je crains vraiment que ce consensus ne soit plus possible, et c'est vraiment
Une chose qui est extrêmement effrayante. Et pour laquelle je crains effectivement qu'il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de gens sur cette planète pour lesquels il n'y ait plus d'asile sûr, pour lesquels il n'y a jamais eu d'asile sûr, et que c'est une catastrophe. Et que je peux pas dire autre chose que c'est une catastrophe. On va continuer à lire, hein. Mais je vous dis à bientôt.